Frédéric Mazella, merci. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Installez-vous. Bonjour. Alors, on s'amuse à un petit exercice avec tous les patrons de licorne qui sont là. C'est 1 minute pour pitcher, pour nous dire qui ils sont et ce qu'ils font. Mais quand on parle de Frédéric Mazella, Blablacar, tout le monde est au courant, tout le monde sait. Alors, je vous laisse 1 minute pour nous surprendre. Comment vous pouvez nous présenter Blablacar en 1 minute en nous surprenant? Et vous connaissez peut-être le covoiturage, mais en fait, derrière ce moyen de déplacement, c'est surtout une formidable construction de confiance au niveau de la société globale qu'on a articulée, c'est-à-dire être capable de faire confiance à son prochain pour aller faire un trajet ensemble, discuter d'un petit peu tous les sujets, faire en sorte qu'il y ait un brassage maximal aussi des différentes rencontres que l'on fait. Alors, quelque chose que vous ne savez probablement pas, c'est que 51% des personnes qui ont fait du covoiturage ont déclaré qu'elles ont déjà changé d'avis après un covoiturage, en ayant discuté avec des gens. C'est-à-dire changer d'avis. Sur n'importe quel sujet. Oui. Ah bon? Grâce aux discussions qu'elles ont eues en covoiturage. Et il y a 21% des gens qui ont fait un covoiturage qui ont déjà dit en covoiturage quelque chose qu'ils n'ont jamais dit à personne d'autre. C'est-à-dire un secret. Voilà, donc si vous voulez apprendre des secrets, vous pouvez faire du covoiturage. Il faut que j'en fasse plus souvent alors. Pour apprendre des secrets. Exactement. Non, mais en fait, le covoiturage, au-delà de ce qu'on connaît, qui permet de se déplacer, de diviser les frais, de faire moins de pollution, c'est aussi un énorme outil, quelque part même psychologique, de discussion. Et quand on voit ce genre de choses-là, où il y a des gens 48% des gens nous disent qu'après un covoiturage, ils sont plus ouverts sur les autres, eh bien on voit qu'on agit comme un véritable outil de cohésion sociale et voire même certaines fois comme un psy, c'est-à-dire qu'on va être capable de discuter de sujets qu'on n'arrive à aborder avec personne d'autre. Donc ça s'appelle un psy. La confiance, c'est le maître mot chez Blablacar. C'est ce que vous mettez tout en haut de votre tablette. Oui, parce que justement, autant toutes les autres briques du covoiturage, à savoir trouver d'où part la voiture, où elle passe, comment on va pouvoir se donner point de rendez-vous, combien va être le partage des frais, tout ça, c'est des choses techniques qu'on arrive à construire. Autant la confiance, c'est quelque chose d'un petit peu... on a l'impression que c'est plus immatériel, mais en fait, c'est quand même assez articulé. C'est-à-dire que nous, chaque être humain, on s'appuie sur des paramètres différents pour se construire sa confiance en des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, notamment. Dans la vraie vie, ça se fait sur le temps, ça se fait en ayant rencontré la personne, en ayant passé du temps à discuter de différents sujets, en connaissant les amis de la personne ou bien d'autres relations, c'est-à-dire c'est un tissu de relations. Quand on va sur Internet, on n'a pas tout ça, sauf que la technologie nous permet quand même d'aller reproduire en partie ces mécanismes de construction de confiance, notamment avec des avis qui vont vous dire que la personne elle est inscrite depuis 4 ans, qu'elle a 172 avis positifs et que d'ailleurs elle était loguée il y a une demi-heure et que sa note moyenne c'est 4,6 sur 5 et donc voilà, enfin tous ces attributs-là vont vous construire une confiance qui fait que vous allez pouvoir justement vous projeter dans le covoiturage. Et au-delà des paramètres techniques pour faire un covoiturage, il a fallu que nous, on orchestre la construction de la confiance. Aujourd'hui, c'est une communauté Blablacar de 100 millions de personnes, hein, donc c'est beaucoup, et plus de 20 millions de Français. Donc 20 millions de Français, tous de plus de 18 ans, puisque c'est du déplacement sur des longues distances, ça fait quand même 40% de la population adulte, donc c'est un taux de pénétration assez fort. Comment est-ce qu'on a réussi à construire de la confiance entre toutes ces personnes-là qui ne se sont jamais rencontrées? Tout simplement en articulant des attributs de construction de confiance par des profils bien détaillés, des photos, des bios, des avis, et puis un maximum de transparence, et puis évidemment un service de modération qui est là pour faire en sorte que tout se passe bien. Ça passe, donc c'est ça la sécurité numérique? C'est ça qui rassure vos membres? Oui, je pense que dans la sécurité numérique, il y a une bonne partie de transparence. Alors, si on va aussi sur ce sujet-là, les gens font beaucoup plus confiance aujourd'hui aux avis consommateurs que à n'importe quel discours de vente de n'importe quel constructeur d'un produit ou d'un service. Quand vous allez pour acheter un produit, maintenant, vous regardez plus ce que raconte. Enfin, si vous pouvez regarder techniquement, parce que vous dire, ils vont pas mentir quand même sur le fait que c'est 125 et c'est pas 112. Donc ça, ils peuvent pas mentir là-dessus. Enfin, tous les autres attributs du style, je sais pas, c'est le meilleur appareil photo, c'est le meilleur séjour que vous passerez jamais de votre vie. Bon, ça en fait on le zappe et on va lire les avis
des personnes qui ont consommé ce produit ou ce service-là, et c'est à cela qu'on fait confiance. Donc en fait, il y a eu un gros shift, un gros basculement entre, on va dire, pour schématiser, il y a une dizaine d'années et aujourd'hui, de confiance vers la transparence. Et je pense que le numérique apporte cette capacité de traçabilité de beaucoup d'informations, qui apporte donc une certaine transparence par rapport au véritable usage, à la véritable expérience que c'est d'acheter tel produit, enfin de l'utiliser, ou bien d'utiliser tel ou tel service. À propos de confiance, cette année, vous avez renforcé la lutte contre les fraudes et le piratage. De quelle manière ? Alors ça, c'est toujours un jeu du chat et de la souris, parce qu'en fait, on est toujours surpris par les nouvelles techniques des différentes personnes pour aller essayer de contourner les systèmes. La règle de base, mais c'est pas propre évidemment à un service de covoiturage ou autre chose, c'est qu'on devient tous un petit peu plus matures par rapport aux différentes techniques que différentes personnes peuvent utiliser pour essayer d'arnaquer sur Internet. Il y a plein de manières, et donc principalement justement dans des services d'intermédiation comme ce que l'on fait nous, on va indiquer aux gens que quand on leur demande pour un covoiturage d'aller payer sur un site qui n'est pas Blablacar, alors qu'ils se sont rencontrés sur Blablacar, faut faire attention, parce que ça veut clairement dire que l'autre personne en face est en train de dire attends, non, ça m'arrange pas que ça passe par la plateforme de confiance, je préférerais que tu fasses ton virement sur un obscur site là-bas. Donc là, on a vu des gens comme ça qui tombent dans le panneau, c'est-à-dire qu'on leur dit il faut que tu payes ailleurs, ils vont payer ailleurs. Parfois, ils payent plusieurs fois ailleurs parce que l'autre en face lui dit non, attends, j'ai pas vu ton paiement en fait. Combien ? Non, comme c'est 68 €, je les ai pas vus. Et on a vu des gens qui allaient payer jusqu'à 7 ou 8 fois le montant sur un site qui n'est pas Blablacar. Pourtant, ça se voit. Et alors on dit ouais, mais t'as payé 7 ou 8 fois sur un truc où le gars il t'a annulé chez nous, il a dit il faut aller payer ailleurs, t'y es allé. Bon, ça relève de l'éducation à l'arnaque, j'ai envie de dire, de tous les jours, quoi. Donc on commence à s'éduquer par rapport à toutes les méthodes qui peuvent être employées, mais typiquement sur des services d'intermédiation, quand on nous demande d'aller payer ailleurs que sur le service sur lequel on s'est rencontré, il faut faire attention, quoi. Enfin... Quand on parle de confiance, comment vous avez fait pour la maintenir, cette confiance, pendant la crise Covid? C'est la communauté, en fait. C'est un espace clos, avec toutes les angoisses qu'on a connues à ce moment-là. Oui, alors il y a aussi statistiquement le fait que quand vous montez dans une voiture, typiquement si vous avez 1% des personnes qui ont une maladie comme le Covid, eh bien en fait vous montez dans une voiture, vous avez une chance sur 30 ou 40 de croiser le virus. En revanche, vous montez dans un transport en commun, vous avez 100% de chance de croiser le virus, parce qu'il y a plus de 100 personnes. Donc en fait, déjà statistiquement parlant, le covoiturage ne peut pas être un vecteur de transfert massif, d'une part. D'autre part aussi, il y a des tests qui ont été faits par l'Institut Pasteur et des nombreux sondages qui ont prouvé que c'était le moyen de transport dans lequel on avait le moins de chances d'attraper le covoiturage, le Covid. Et donc c'était complètement scientifiquement détaillé que, évidemment, ça paraît normal quand on est 3 ou 4 dans une voiture, et en plus les gestes barrières étaient parfaitement respectés en covoiturage pendant toutes les périodes difficiles qu'on a connues. Eh bien, la probabilité d'attraper le virus était quasi nulle, quand en fait, dans des réunions où il y a beaucoup plus de gens, et typiquement dans des transports en commun plus entassés, forcément la probabilité de l'attraper était plus forte. À propos de la transition écologique, combien d'économies sont-elles réalisées en CO2 chaque année grâce au covoiturage? Alors on a fait les calculs, Blablacar permet l'économie de 1 600 000 tonnes de CO2 chaque année. Alors c'est beaucoup, 1 600 000 tonnes de CO2, faut quand même se projeter. C'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 du trafic routier d'une ville comme Paris. Donc en fait, Blablacar offset totalement les émissions, puisque c'est 1,3 million 300 000 tonnes de CO2, les émissions de CO2 du trafic routier de Paris, bus et périphériques compris. Donc en fait, évidemment, alors on a été le calculer sur 85 millions de trajets. On a fait une étude extrêmement poussée en comptant tous les effets rebonds, parce que souvent on nous dit alors oui, mais si on n'avait pas fait de covoiturage, on aurait fait quoi? Bon, on a compté tout ça, on a tout compté. C'est un monde sans Blablacar et un monde avec Blablacar qu'on compare. Et donc évidemment, les chiffres sont venus tout simplement corroborer le fait qu'il vaut mieux avoir 2 personnes par voiture que 2 voitures par personne. Ça paraît à peu près évident. Toutes les statistiques nous montrent qu'évidemment l'utilisation des voitures aujourd'hui est
un désastre environnemental, puisque l'autosolisme est encore extrêmement présent. Les taux d'occupation sont déprimants. Alors sur les trajets longue distance, on est entre 1,7 et 1,9 en taux d'occupation, mais sur les trajets du domicile-travail, donc les trajets du matin et du soir, on est à 1,08, c'est-à-dire que vous avez 11 voitures sur 12 qui n'ont qu'un conducteur à bord, et de temps en temps, il y a une deuxième personne. Donc en fait, on utilise de l'énergie fossile pour déplacer un véhicule qui fait 1 tonne pour simplement une personne. Alors si je vous donne quelques stats, parce que j'adore les chiffres, hein, donc je peux vous donner 2-3 chiffres comme ça, assez rigolo. 2 chiffres, allez-y. Quelques chiffres. Alors 96% de l'énergie qui est dépensée par les véhicules qui se déplacent avec une personne à bord l'est pour déplacer la tôle ou bien pour faire de l'effet Joule. Donc là, vous me culpabilisez. Là. Il n'y a que 4% de l'énergie qui est utilisée pour déplacer le corps humain qui se trouve dans la voiture. Donc déjà, et c'est de l'énergie. Quel que soit le poids de la personne. Alors, bon, c'est une moyenne. Voilà. Ça dépend de la voiture aussi. Bon, bref, c'est une moyenne. Donc voilà, donc on voit bien que non seulement on gaspille 96% de l'énergie, mais en plus c'est de l'énergie fossile. Après, je peux vous donner d'autres stats sur le taux d'utilisation. Une voiture passe 96% de sa vie arrêtée. Elle passe 0,5% de sa vie coincée dans les bouchons et 0,7% de sa vie à chercher une place de parking pour se garer. Il vous reste 2,8% de sa vie où elle va effectivement d'un point A à un point B, ce pourquoi on l'a conçue, et 3 fois sur 4, quand elle fait ce trajet-là, il n'y a qu'un conducteur à bord. Ensuite, une voiture à l'année, ça coûte 6 000 € à l'entretien, quand vous comptez dépréciation du véhicule, assurance, parking, essence, péage, enfin vous cumulez tout ça, ça fait 6 000 € par an. Il y a 38 millions de véhicules en France, ça fait donc 200 milliards par an qui sont dépensés dans la maintenance du véhicule, du parc de véhicules, c'est-à-dire 10% du PIB. Très bien, donc vous avez, je vais vendre ma voiture. Ce que l'on fait, c'est qu'on utilise un quart de 2,8% d'une ressource qui nous coûte 10% du PIB. Mais il brisait le moral, je vais vendre ma voiture. C'est ça qu'on fait avec le parc automobile. Donc, voilà, donc toute optimisation est la bienvenue. Blablacar arrive avec une solution technologique qui permet de démultiplier cette optimisation. Et donc, évidemment, à la clé, c'est beaucoup d'économies de CO2, c'est beaucoup d'économies d'argent. Surtout, on le voit avec les trafics qu'on a en ce moment sur Blablacar, avec le tarif, les prix de l'essence qui ont absolument été démultipliés. Et donc, en fait, on se rend bien compte que le meilleur moyen d'aller économiser de l'argent et de l'énergie fossile, c'est d'aller diviser cette consommation, et le covoiturage est en plein en réponse à cette problématique. L'impact environnemental qui vous est très cher. Parlons d'un troisième et dernier enjeu parce qu'il nous reste peu de temps. Il s'agit de la culture d'entreprise Blablacar. Comment vous la définiriez, vous, cette culture d'entreprise, vous qui voulez maintenir, malgré votre réussite, un esprit start-up? Oui, je pense que l'esprit start-up, c'est dans la tête. Donc, c'est-à-dire qu'on est toujours prêt à se remettre en cause et à réinventer des choses. Après, si je dois définir la culture Blablacar, je dirais pragmatique et partageante. On a beaucoup de valeurs de partage. On en a notamment une qui dit share more, learn more. Donc plus on partage, plus on apprend. Donc ça, c'est vraiment une logique d'apprendre ensemble et de s'entraider qui est très très forte. On en a une autre qui dit fail, learn, succeed. Et donc à ce moment-là, c'est l'apprentissage par l'échec parce qu'on apprend beaucoup de ses erreurs. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est fail, fail, fail. Enfin, sous prétexte de finir par un fail, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de commencer par un fail. En fait, on a le droit de se tromper. On a le droit de faire un fail quand on apprend et ensuite on devient meilleur. Donc en fait, c'est une culture très apprenante, très partageante, très bienveillante et quand même très pragmatique, c'est-à-dire qu'on est là pour relier une vision qui est d'aller permettre à tout le monde de se déplacer facilement en consommant moins d'énergie et donc en dépensant moins d'argent. Mais en fait, il faut que techniquement, ça fonctionne quand on est sur son smartphone tout au bout et qu'on utilise l'app. Il faut que ça marche super vite, super bien, super impeccable. Rapide. Les 4 dernières questions pour se quitter, les questions rituelles que je pose. 4, oui, que 4. Question courte, réponse courte, d'accord? J'essaye. Vous allez essayer? Promis? Ok, merci. Votre plus grande joie, Frédéric Mazella? Que ça marche. Mais que ça marche. Mais ça paraît bête, mais quand on démarre un projet, oui. Alors on a beau y croire énormément, il y a toujours une partie en soi qui se dit et si en fait j'étais en train de rêver totalement et que ça va se planter? Eh ben non, là ça marche. Et ça marche vraiment bien en plus. La plus grande joie? Alors, alors j'en ai tous les jours des joies, heureusement. Mais une joie qui était spéciale, c'était un jour, j'étais en terrasse de café, place des Abbesses. Et là, il y a 2 personnes qui arrivaient de Bruxelles. C'était au tout début de Blablacar. Hein, 2 personnes qui arrivaient de Bruxelles, qui rejoignent 2 copains en terrasse et qui étaient venus en utilisant Blablacar, qui à l'époque s'appelait encore covoiturage.fr.
Et là, ils arrivent, ils décrivent ce qu'ils ont fait. Ils disent « Oh, tu sais pas, on est arrivé de Bruxelles, là, on a payé 20 € et on a trouvé un truc, c'est complètement dingue. » Et là, ils sortent leur téléphone mobile et commencent à décrire l'app, à vendre Blablacar à leurs copains, mieux que je l'aurais fait moi-même. Et ils étaient sur les écrans sur lesquels moi j'avais passé mes nuits, quoi. Et ils en parlaient et moi j'étais là à boire mon café à côté. Et c'était juste un moment incroyable. Génial. La plus grande difficulté que vous ayez réussi à surmonter? Le plus grand défi? Le plus grand défi, aligner peut-être l'envie de faire quelque chose de bien et le fait de tous les jours le faire. C'est-à-dire aligner le pro et le perso, aligner son activité professionnelle avec ses envies personnelles. Et pour terminer, comment vous voyez dans 10 ans? Alors moi ou Blabla? Les deux. Blabla, on va commencer par Blabla. Blabla, le point de réservation de tous les trajets, tous les déplacements, notamment terrestres, donc en covoiturage, courte distance, longue distance, mais aussi en bus. Vous savez qu'on fait du bus et aussi en train. Bientôt, on permettra d'acheter aussi des billets de train sur Blablacar, c'est-à-dire un one-stop shop pour acheter ces déplacements. Et moi, personnellement, je pense que je serai toujours entrepreneur parce que ça ne changera jamais. Par contre, voilà, ce sera sûrement quelque chose de nouveau parce que je ne sais pas. Justement, c'est le principe d'être entrepreneur, c'est de faire des choses nouvelles. Donc, je ne sais pas ce que c'est encore. Frédéric Mazella. Merci. Un grand merci à vous.